Merci. Chers amis, nous sommes réunis aujourd'hui, vous êtes réunis parce que vous vous reconnaissez tous et parce que nous nous reconnaissons dans l'engagement d'un homme par sa pensée, son action. Vous l'avez rappelé, Michel Rocard a montré une voie que nous croyons essentielle, non seulement de poursuivre, mais de prolonger. De prolonger chacun, bien sûr, à notre manière, avec nos individualités, nos singularités, nos sensibilités, nos parcours, c'est normal, mais avec fidélité, cette valeur sans laquelle le combat politique ne serait plus rien. Et si nous devons être fidèles à Michel Rocard, c'est parce qu'il a montré, sans doute contre beaucoup de fatalisme, contre tous les pessimismes, même s'il n'était pas toujours optimiste, contre l'ère du temps, en effet, cher Jean-Paul, qu'il était possible de créer en politique, de créer des idées nouvelles, de les expérimenter, Jean-François Merle le rappelait, de créer donc du concret pour améliorer la vie des gens, et vous l'avez sans doute rappelé, mais j'ai aussi en mémoire, dans son discours de politique générale, la part qu'il a consacrée à ce qui allait devenir la politique de la ville, c'est-à-dire la situation dans les quartiers populaires, en étant précis et en parlant des cages d'escalier et des carreaux de verre qu'il fallait remplacer. C'est cet héritage intellectuel, éthique, pratique, concret, politique donc, que nous devons tous faire vivre. Et nous l'avons bien compris par l'émotion, l'impact de son décès sur les Français, sur l'hommage qui lui a été rendu. Je lis et j'entends ici ou là que l'héritage de Michel Rocard serait très disputé. Tant mieux d'ailleurs, mais cela n'a pas de sens, et en tout cas, ne comptez pas sur moi pour participer à cette dispute qui serait mesquine, car à l'image des grands responsables politiques, des hommes d'État, et il était un homme d'État, de notre histoire, et de notre histoire moderne surtout, Michel Rocard est donc bien plus grand que cela. Et il n'appartient à personne, ou alors il appartient à tous. Je ne sais pas si nous devons en être les héritiers, mais en tout cas, nous devons être les passeurs, humbles, opiniâtres et fidèles, même s'il y a des parcours. Il y a évidemment ceux qui l'ont accompagné, Robert, depuis si longtemps. J'interviens donc à l'issue d'une journée, une après-midi, je n'en doute pas, riche, et merci, cher Henri, à la Fondation Jean Jaurès d'avoir permis ce rendez-vous, et merci, Alain notamment, de me permettre d'intervenir. Il me revient d'y apporter une conclusion, exercice difficile s'il en est, donc je ne me risquerai pas à l'exercice lui-même de la conclusion. Rue de Solferino, au mois de juillet, j'avais évoqué des souvenirs personnels, mon engagement pour lui, jeune homme, en 1980, parler de l'homme, des moments partagés, et en écoutant Alain Bergougnoux, Jean-Paul Huchon, Jean-François Merle, il y a un instant, je me rappelais ces moments que j'avais vécus, honnêtement, d'abord comme spectateur, comme jeune membre du cabinet du Premier ministre. Et aujourd'hui, tout aussi modestement, je voudrais essayer d'aller plus loin, de synthétiser à ma manière ce que le rocardisme est et ce que, à l'invitation d'Alain Bergougnoux, ce que le rocardisme doit rester. Le premier message, et vous l'avez rappelé, c'est un attachement profond au socialisme, qui se traduisait chez lui par deux choses, et vous l'avez évoqué, Robert, encore à l'instant, le militantisme et le débat d'idées. Michel Rocard a toujours été engagé dans le mouvement socialiste. Il revendiquait, toujours avec fierté, d'avoir sa carte. Cet engagement, ça vient d'être rappelé, ça a été rappelé tout au long de l'après-midi, a pris plusieurs formes. CFIO, UNEF, PSA, PSU, Parti socialiste. Et en effet, Michel Rocard était un vrai militant. Il partageait la fraternité, la camaraderie. Et il savait ce que le collectif permettait comme conquête. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, il en a accepté lui-même les règles, notamment en 1980. Et savait aussi
ce que la division promettait comme défaite et comme sortie de l'histoire. Il savait qu'être militant, ça veut dire s'engager. Et c'est une vie. C'est une vie. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une vie. C'est la noblesse de la politique. Et c'est surtout, bien sûr, convaincre, le mot qu'il choisit pour ces clubs. Et c'est en cela que, en effet, la pédagogie, même s'il y avait parfois ce hiatus, Jean-François, avec la communication, mais la pédagogie fait partie du rocardisme. Et c'est bien sûr également la référence que nous pourrions faire à Mendès France. Il y a différentes définitions peut-être du militantisme. Et Michel Rocard avait la sienne en forme d'équation, vous l'avez peut-être rappelé. Le militantisme, c'était pour lui un dévouement à une cause et un risque dont l'exercice des responsabilités, je le cite, était une compensation. Une compensation et non un substitut. Il fallait militer encore, et toujours avec comme seule obsession pouvoir un jour, le plus tôt possible, être en position d'agir. Et au fond, Michel Rocard a gouverné peu de temps. 3 ans comme Premier ministre, 3 ans comme ministre. Car il était de cette génération qui connaissait si bien la rudesse, l'âpreté, le poids de l'opposition. Et l'opposition, c'était cette impossibilité de mettre en œuvre des idées, même si elles pouvaient être diffusées d'abord dans la société, cette souffrance peut-être d'être empêché d'agir, et peut-être même cette douleur de ne pas pouvoir changer les choses. Et ce n'était pas, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui, ce refuge, je parle de l'opposition, ce refuge fantasmé dans lequel on pourrait vraiment être de gauche et préparer un coup d'après dans une grande fuite en avant. L'opposition était un passage obligé dans toute démocratie que l'on subissait, ce n'était pas une destination à laquelle on aspirait. Et ceux qui d'ailleurs aujourd'hui à gauche font tout pour que nous retournions vers les temps d'avant, où la gauche était spectatrice, se trompent lourdement. Et d'ailleurs, quand on est fidèle à Michel Rocard, et je suis Premier ministre, chef de la majorité, donc tout discours que je prononce ne peut pas être en dehors de la réalité politique, quand on est fidèle à Michel Rocard, on ne peut pas accepter cette idée. Quand on est fidèle à Michel Rocard, on ne croit pas à la fatalité de la défaite de la gauche. Jeune spectateur de ses propos en 1978, c'est comme pour beaucoup ce coup d'éclat qui m'engage au Parti socialiste 2 ans après, comme toute une génération. Et quand on est fidèle à Michel Rocard, on aspire à exercer les responsabilités dans le temps, parce que l'on ne croit pas au mirage des 100 jours, parce qu'on sait, vous l'avez dit, que la réforme, c'est une suite d'étapes, c'est une méthode, et que c'est l'enchaînement de ces étapes qui fait le sens du changement, de la transformation. Il fallait en somme, donc, vous l'avez cité, donner du temps au temps. Ça n'en faisait pas un mitterrandiste ou un mitterrandien, et d'ailleurs l'expression « donner du temps au temps » n'est pas une expression seulement de François Mitterrand, c'est celle d'un Espagnol, mais un grand écrivain, il y a quelques siècles, Calderón de la Barca. Alors, c'est à nous aussi d'élever le ton, de rappeler quel doit être le sens de notre engagement, et au fond, dans ce moment-là, où la gauche hésite, est fracturée, et pas seulement la gauche française, c'est un mouvement d'ensemble, elle est en crise, parce qu'elle n'a pas su trouver les réponses, en effet, à la globalisation, à la crise de l'État-providence, à toute une série de grands défis que Michel, lui, avait compris, je pense bien sûr, aux défis écologiques. C'est notre responsabilité que de donner un sens à l'engagement. Car qui peut croire un seul instant que dans la situation actuelle, face aux défis immenses qui sont devant nous, la gauche, et la gauche française, peut se permettre de sortir du jeu et de laisser les Français face à terrible alternative entre l'extrême droite et une droite qui lui courait derrière. Et je pense qu'aucun d'entre nous, au nom même de cet engagement, ne peut l'accepter. Le militantisme était, pour Michel Rocard, une préparation à l'exercice du pouvoir. C'était donc aussi nécessairement un lieu d'effervescence,
propice à la réflexion et au débat d'idées. Et l'attachement, et j'y viens, au socialisme, pour Michel Rocard, c'était un attachement aux idées nouvelles. Ceux qui l'ont connu, pas mon cas, savent combien le PSU était un véritable laboratoire. Mais ayant été jeune collaborateur de Robert Chapuis au début des années 80, j'en ai subi tous les effluves les plus forts et les plus admirables. C'est là bien qu'avant d'autres, l'on commence, vous l'avez dit, à parler d'économie coopérative, d'autogestion, et ensuite ça sera l'autonomie de l'individu, de critique de la société d'abondance, de décentralisation, de démocratie participative, de féminisme, mai 68, bien sûr, les années 60 sont passés par là, de protection de notre environnement. Et c'est dans ce laboratoire d'idées, PSU, CFDT, débat d'intellectuels, rôle de la revue Faire, que naît, au fond, ce rocardisme. Le PSU, j'ai besoin d'y revenir, c'était ce lieu où, à partir du refus de la guerre d'Algérie, de l'anticolonialisme, de l'antitotalitarisme, de la nécessaire réconciliation entre la société civile et l'État, est né ce qu'on a appelé la deuxième gauche. Et l'histoire a démontré, ou les faits, que toutes ces réflexions, à condition de les organiser, de les orienter, de les adapter à la réalité, celle que nous vivons aujourd'hui, sont une force et restent une force. Il faut toujours savoir défricher, sortir des idées dominantes, de ce que Michel Rocard appelait lui-même l'académisme socialiste. Il pouvait être effectivement sévère, par exemple, à l'égard de ce qu'il appelait les grands appareils verticaux. Mais il était aussi, je le disais, très fier de son parti. Et il n'a jamais rendu d'ailleurs sa carte. Et s'il le critiquait, parfois ça pouvait être sévère, c'était pour mieux le changer, le faire évoluer. Nous savons à quelques-uns la fierté qui fut la sienne, même si ce fut une époque douloureuse, quand il fut premier secrétaire du Parti socialiste. Et donc s'il le critiquait, c'est parce qu'il l'aimait, parce qu'il voulait nous faire gagner, même s'il a pu connaître, bien sûr. Et c'était le cas, notamment fin 1994, moment de découragement. J'ai entendu dire récemment qu'il n'y aurait plus de débat d'idées au Parti socialiste. C'est vrai, c'est pas vrai en même temps. De toute façon, on ne peut pas croire un seul instant qu'il n'y ait pas de débat d'idées. Peut-être que ce débat n'est pas organisé, mais il y a des débats d'idées à l'intérieur, à l'extérieur, dans la société, même si on souhaiterait qu'il y ait du renouvellement de ces idées. Les débats, nous les avons et nous les aurons. Ils sont utiles. Ils sont liés d'ailleurs à ce qu'est la gauche. Ils sont nécessaires et ils devraient être plus que jamais la sève de notre famille politique. Mais il y a des lieux, des moments pour cela. Nous ne devons jamais renoncer à penser, à ouvrir de nouvelles voies. Et c'est d'ailleurs un des apports de Michel Rocard, et Lionel Jospin l'avait d'ailleurs souvent noté. Il nous forçait, disait-il, à réfléchir. Le parti était un lieu de réflexion. Peut-être que, pris dans le quotidien, dans l'urgence du moment, nous ne laissons pas assez de place à cette réflexion, et je le ressens bien sûr, comme chef du gouvernement. Et donc souvent, je le regrette, elle est incontestablement d'une moindre tenue. Sans doute les alternances, la succession, la crise, la difficulté de donner un rôle à la politique sont là. Ce qui a valu hier, ce qui a valu dans l'opposition, doit aussi valoir aujourd'hui dans l'exercice des responsabilités. Il faut toujours réfléchir, et le projet qui nous réunit aujourd'hui doit y contribuer. Il faut le faire vivre pour qu'il devienne, et vous y contribuez, un lieu de proposition. Nous devons aussi, parce que le monde a changé profondément, je dis à Jean-Paul, il y a les réseaux sociaux, il y a les tweets, ça fait partie du monde. Hein. C'est une réalité dont on ne peut pas s'abstraire, et auquel d'ailleurs tu participes allègrement. Nous devons aussi, parce que la société d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier, n'idéalisons pas ce passé, nous ouvrir donc aux nouvelles formes de militantisme, en organisant cette horizontalité des échanges permises par les réseaux sociaux. Je me rappelle, moi, de Patrick Vivray, il y a 20-30 ans, nous expliquant que les choses allaient profondément changer, qu'on pouvait, grâce à des formes nouvelles de participation, changer la politique, pas changer les hommes, mais changer la politique. Et comme souvent, Michel Rocard a eu raison avant tout le monde. Ce sont évidemment, par exemple, les réflexions de Pierre Rosanvallon sur
la crise de la démocratie. Michel avait évoqué cela de manière très, très claire. La verticalité de nos appareils militants est devenue, pour une bonne part, obsolète. Et d'où son discours aussi sur ces appareils verticaux, sur le rôle de la société, sur le Big Bang politique qu'il avait souhaité, en tout cas sur l'idée d'une forme de dépassement. Et ce dépassement, il s'impose plus que jamais. Et il viendra avec la nécessaire recomposition politique, sans doute, dans les mois qui viennent. Mais il viendra parce que c'est nécessaire. On ne peut pas vivre enfermé dans ces logiques, même si l'attachement à des militants, à des sympathisants, une forme de délibération collective, à la sélection nécessaire des candidats, reste indispensable. Parce que c'est comme la démocratie. S'il n'y a pas de parti politique, alors c'est l'aventure individuelle, c'est d'autres formes qui peuvent être à un moment ou l'autre. Une forme de populisme, ou en tout cas la négation de l'action politique telle, en tout cas, que je la conçois. Et j'en viens au deuxième message de Michel Rocard, le réformisme. Un réformisme à contre-courant, à une époque où beaucoup étaient fascinés par le modèle marxiste pour aller trop vite. Lui qui avait lu Marx, il en parlait souvent, ou avait plus exactement sa lecture de Marx, pouvait le citer, mais pouvait aussi préférer les écrits de Koestler. Un réformisme qui tournait définitivement le dos, bien sûr, à l'idée du grand soir, au mythe de la rupture avec le capitalisme, ce qui, chez lui, n'était pas contradictoire avec une critique acérée de la finance internationale et des dégâts de cette mondialisation. Attendre cette rupture, c'était pour lui la gauche qui s'égarait, ne faisant rien pour rendre la société plus juste, dans l'attente que le capitalisme, j'ouvre des guillemets, tombe comme un fruit mûr. Le réformisme de Michel Rocard, c'était aussi l'influence de la social-démocratie européenne et scandinave, rejetée comme une mauvaise référence par la gauche française. Je le rappelle souvent, quand on adhérait au Parti socialiste à la fin des années 70, se revendiquer de la social-démocratie européenne, de Palmeux, de Willy Brandt, était un début d'exclusion, en tout cas de procès en sorcellerie. Se revendiquer, bien sûr, de la gauche américaine, là c'était le bûcher directement. Aux yeux de l'histoire, quand on voit les transformations, les avancées, avec Willy Brandt ou avec la social-démocratie en Suède, je pense que les modèles peuvent parfaitement subir toute comparaison. En tout cas, c'était l'idée d'un État-providence affirmé, et en même temps d'une confiance aux acteurs de terrain, qui lui venait aussi de son expérience du syndicalisme et du rapport avec les syndicalistes. Une société solidaire, au sens d'une économie de marché. C'était sa définition, Alain le rappelait, du socialisme. Et un réformisme qui s'inscrivait dans un contexte géopolitique et historique donné, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, avant la chute du mur de Berlin, et qui était aussi une réflexion aboutie, empirique, terre à terre, Jean-François le soulignait, celle d'un élu de terrain, fut maire de Conflans-Sainte-Honorine, ville aussi qui expérimentait quant à la meilleure manière d'insuffler un mouvement de transformation profonde. Le réformisme tel que Michel Rocard le concevait passait d'abord par un diagnostic clair et partagé, je pense bien sûr, vous l'avez évoqué, à son livre blanc sur les retraites, pour désymboliser, comme il le disait, dédramatiser les enjeux. On le disait technique, c'était au contraire très politique, même si lui pouvait utiliser des mots et des phrases qui rendaient parfois l'enjeu particulièrement angoissant. Car un diagnostic partagé, cela veut dire nécessairement se frotter au réel, affronter le monde tel qu'il est et non pas tel qu'il devrait être. Cela veut dire aussi plaider pour la raison et le sang-froid quand d'autres alimentent les fantasmes et entretiennent les peurs. Cela veut dire enfin, et je sais que c'est difficile, on a vécu l'expérience tout au long de cette année 2016, mettre tout le monde d'accord sur le constat avant d'aborder la négociation. La négociation, la concertation, qui sont, si vous me permettez l'expression, le deuxième étage du réformisme rocardien. Négociation d'abord à l'échelle de l'entreprise. Michel Rocard voulait des partenaires sociaux, des syndicats forts, capables de défendre les salariés, un droit du travail, laissant aussi plus d'autonomie aux salariés, aux dirigeants au plus proche des réalités via la contractualisation. Mais la négociation aussi à l'échelle du pays. Et pour Michel Rocard, la réforme passait nécessairement par le dialogue avec
et je vais vite, les corps intermédiaires et la société civile. Négociations qui s'accompagnaient d'un parler vrai, caractéristique. On se souvient tous de sa grande franchise. Elle pouvait passer parfois pour de la provocation, mais c'était en fait ce que l'on appellerait aujourd'hui tout simplement de la prospective. Et le parler vrai, troisième étage du réformisme rocardien, c'était de ne jamais mentir aux Français, même s'il ne fallait peut-être pas toujours leur dire toutes les vérités, si je me rappelle les propos qu'ils pouvaient nous tenir. Michel Rocard assumait d'être parfois un briseur de rêves. Ce fut d'ailleurs la couverture du Times. C'est dur quand on est de gauche. Refusait de promettre. Il n'était pas sûr de pouvoir tenir sa promesse. Il a eu le courage de la vérité. Il n'a jamais craint d'être impopulaire, mais il ne l'a jamais vraiment été. Et c'est précisément parce qu'il avait cette liberté de ton, cette indépendance, qu'il était aimé et qu'il restera aimé des Français. Et derrière cette formule aujourd'hui un peu galvaudée du parler vrai, il y avait une éthique de la responsabilité, une considération nouvelle, une considération très moderne pour nos concitoyens, qu'on peut appeler autrement, c'est-à-dire tout simplement le respect des citoyens. Et à l'heure du rejet croissant, profond, très profond, de la parole publique, de cette défiance généralisée qui s'est installée au cœur de nos grandes démocraties en Europe, mais aussi outre-Atlantique, cette éthique de la parole qui engage, doit, je le crois, être notre boussole, notre exigence quotidienne dans les responsabilités nationales ou locales. Le diagnostic, la concertation, le parler vrai, avec un objectif, faire. Michel Rocard, vous l'avez rappelé, a beaucoup fait. Et depuis les accords de Matignon, je suis arrivé quand Jean-Paul racontait ça dans le détail, qu'il a obtenu en effet en mettant Jean-Marie Tjibaou et Jacques Lafleur pratiquement soufflés, jusqu'à la création de la CSG, en passant, il faut le rappeler aujourd'hui, par la moralisation du financement de la vie politique avec la sanction d'inéligibilité, Michel Rocard a beaucoup fait. C'est pour moi d'ailleurs un bonheur personnel, moi qui me suis engagé pour Michel, vous parliez de bonheur, que de poursuivre d'ailleurs comme tous les premiers ministres, parce qu'on n'a pas pu en effet défaire cela, de poursuivre l'œuvre concernant la Nouvelle-Calédonie et pouvoir le faire aussi en comptant encore, par exemple, sur Jean-François Merle, qui est celui qui, avec d'autres, mais lui en particulier, tient le fil encore de ce moment, à quelques mois du rendez-vous décisif pour la Nouvelle-Calédonie qui avait été imaginé par les accords de Matignon, puis ensuite les accords de Nouméa. Michel Rocard, c'était aussi la gauche décentralisatrice face à la gauche jacobine, même si je reconnais que le fameux discours de Nantes en 1977 avait sa part d'injustice et en tout cas de confrontation politique qui n'échappa pas à François Mitterrand. On a tous à l'esprit le texte, vous l'avez aussi rappelé, le titre de son texte de 1966, « Décoloniser la province ». Sur ce sujet aussi, il était au début minoritaire. Et il posait pourtant les premiers jalons de ce qui a été une grande réforme de la gauche, portée par un réformiste aussi, Pierre Mauroy. Je me rappelle, je le rappelais à Henri Nallet, à l'occasion d'un déjeuner avec Pierre Mauroy, place Beauvau, quelques mois avant sa disparition, toute l'affection militante et personnelle de Pierre Mauroy pour Michel Rocard. Mais cette réforme, portée par Pierre Mauroy, par Gaston Defferre, est une révolution tranquille, une des grandes révolutions tranquilles que nous avons prolongées, celle bien sûr de la décentralisation qui a profondément changé la France et que Michel Rocard avait imaginé au début des années 60. C'était donc un visionnaire et c'était, vous l'avez dit, un citoyen du monde. Il voulait prendre la tête de la bataille pour l'organisation de la planète. La BOP, nous en avons souvent souri avec Jean-Paul Huchon, Alain Bergogneau, Jean-Claude Petit-Demange, que je salue. Mais c'était cette vision. Une bataille tous azimuts sur les fronts écologiques, économiques, commercial. Car Michel Rocard n'était pas un libéral. Il croyait aux règles, à la régulation. Une régulation fondée aussi sur la responsabilité individuelle de chacun. Au fond, la politique, c'est toujours être capable, Henri Weber ne me dira pas le contraire, de réussir cette conciliation entre le combat collectif et l'engagement individuel. C'est ça aussi l'engagement à gauche, et de faire les bons choix, en tout cas,
les mots mauvais, parce que parfois c'est difficile, bien sûr, de gouverner. Et Michel Rocard avait, comme intellectuel, car il était un intellectuel, et pris aussi, bien sûr, vous l'avez peut-être souligné, de culture, et Pierre Encrevé le sait bien, il avait réussi, je crois, cette synthèse entre ce qu'est la compréhension du monde et l'action individuelle. Et l'un de ses plus beaux discours, ce fut celui répondant au président François Hollande, il y a peu de temps, et au fond, il était libéré. Michel Rocard était enfin libéré au cours de ces dernières années. Pendant plusieurs années, il a été, à sa manière, corseté dans son rapport avec Mitterrand, avec l'exercice du pouvoir, parce que sa trajectoire n'a pas pu être accomplie au sens où beaucoup d'entre nous l'espérions. Mais il a beaucoup compté, il compte et il comptera beaucoup dans notre vie politique et intellectuelle. Michel Rocard a donc été un militant. Il a conçu le réformisme. Et il a laissé sa marque. C'est le dernier enseignement que je retiens aujourd'hui. C'est ce qu'il appelait les utopies concrètes. Chacun a son vocabulaire. On peut parler de social-réformisme, de gauche efficace, de social-démocratie. Mais j'essaye, en tout cas, à ma manière, d'exprimer la même chose quand je nous invite à aller plus loin, à sortir parfois du trop technique, prêt à penser, des schémas classiques, des choses 1000 fois répétées pour ouvrir de nouvelles pistes. L'utopie pour la gauche, ce n'est pas un non-lieu, un doux rêve ou une naïveté. Au contraire, ça était toujours une force de transformation. L'homme des idées était aussi un homme d'action, un homme d'État. Michel Rocard a mis en œuvre le RMI, il l'a inventé, même si la réflexion venait évidemment de loin. C'est lui qui, le premier, a dit que les Français, tous les Français, ont droit à un revenu leur permettant de vivre dignement. Et ceux qui aujourd'hui stigmatisent, ne pensent qu'à d'ailleurs à la sanction, à la radiation, oublient cette mission originelle. Et c'est une faute lourde. C'est une attaque d'ailleurs en règle contre un modèle social qui doit évoluer, bien sûr, mais qui a ses bases. C'est une analyse non seulement dangereuse, mais erronée, qui oublie que, et ce sont les mots de Michel Rocard, la solidarité n'est pas la bonne conscience de la modernisation, elle est la condition de sa réussite. Le RMI a évolué. Il est devenu le RSA. Moi, je crois qu'il faut maintenant aller plus loin. Alors, on reparlera avec Claude Évin, bientôt. Sans doute plus loin. Par la réforme, bien sûr, des minima sociaux, par leur simplification. Peut-être pour aller vers un revenu universel garanti. Ce sont des débats, évidemment, d'une très grande complexité. Une seule aide qui fusionnerait la plupart, peut-être pas tous, des minima sociaux existants, ouvertes à tous, y compris au moins de 25 ans. En tout cas, c'est un beau projet pour la gauche, et je crois qu'il y a des champs, notamment dans le domaine social, comme dans le domaine éducatif, pour lutter contre les inégalités, ou la reproduction de ces inégalités, il y a des champs que nous devons être capables d'explorer. Michel Rocard était aussi un écologiste convaincu, bien avant que le PS n'intègre pleinement cet enjeu vital, et un enjeu aussi, bien sûr, de solidarité planétaire. Nous devons, à sa suite, continuer de plaider pour concilier activité humaine et protection de l'environnement, sans tomber là dans l'idéologie. Et je me rappelle aussi, par exemple, son attachement à la filière nucléaire. La France est le pays de la COP21. Elle doit rester la championne de l'écologie. Il faut pour cela développer les technologies vertes. Et c'est aussi l'avenir de notre industrie. Et pourquoi pas aller vers des territoires zéro émission. C'est-à-dire que chaque émission devrait être compensée. Avoir une France zéro émission, voilà un projet aussi collectif mobilisateur, et qui est une belle utopie et qui puise encore une fois dans ce qui a pu être la pensée ou l'action de Michel Rocard. Et puis vous l'avez dit, Rocard était un grand Européen, certes, il n'était pas un Européen béat, lui qui avait écrit ce livre « Le marché commun contre l'Europe », avec un co-auteur dont le pseudonyme facétieux ne trompe personne, cher Jean-Paul, mais il était persuadé, comme tous ceux de sa génération qui ont grandi avec la guerre, que l'union entre les peuples était la seule voie possible. Et c'est pour cela qu'il a pris tant à cœur son mandat de député européen. Et l'Europe est devenue ce rêve, cette réalité, mais parce qu'elle prend l'eau de toutes parts aujourd'hui, parce qu'elle risque la dislocation, parce que les peuples n'y croient plus, et Michel Rocard était pessimiste, il parlait même de la mort de l'Europe politique. C'est aujourd'hui le rôle de la France
Il y a aussi le rôle des sociaux-démocrates européens, à condition de bien le vouloir et de se réveiller, de parler, de dire l'Europe que nous voulons, qu'il faut sans doute rebâtir sur de nouvelles bases. C'est le moment, parce qu'après, il sera trop tard. Revenu minimum européen, convergence fiscale et sociale, grands travaux pour accélérer la croissance, autre gouvernance de l'Europe, avancée d'un certain nombre de pays. Ce sont des sujets, précisément des utopies concrètes, que l'Europe doit prendre à bras-le-corps pour que les Européens développent, à côté de leur patriotisme national, un patriotisme européen et un amour pour l'Europe indispensable dans le monde tel que nous connaissons. Chers amis, éthique et politique comme un tout indissociable, droiture, exemplarité, perpétuel combat pour les idées, goût parfois pour l'hétérodoxie, volonté chevillée au corps de réformer la France, d'améliorer la vie des Français, et puis toujours convaincre. Toujours convaincre. Voilà ce que Michel Rocard nous a transmis. Chacun a sa façon d'être fidèle à Michel Rocard. Parce que l'époque n'était pas la même, Michel Rocard n'a pas donné la priorité à la défense de la République et de ses valeurs. En tout cas, il le traitait autrement. Ça reste aujourd'hui pour moi une grande priorité. Mais il y a des débats. Très jeune, je me rappelle des débats au sein du cabinet de Michel Rocard sur ce qu'il fallait faire concernant, par exemple, l'affaire de Creil et la saisine du Conseil d'État, très minoritaire. Quelques-uns, et dans un cabinet, on ne vote pas, bien évidemment. Mais je me rappelle de ces discussions. Et d'ailleurs, la deuxième gauche, d'une certaine manière, doit aussi appréhender ces questions liées à la République, à la laïcité et à la crise que peut traverser l'État-nation. Mais je ne vais pas me lancer dans un grand discours sur ces sujets-là, que vous connaissez bien. Je dirais simplement que faire vivre le rocardisme, c'était ton invitation Alain, c'est aussi apporter des solutions pour plus d'autorité républicaine, de cohésion, plus d'égalité. D'ailleurs, je veux rappeler que Michel Rocard, sur ces questions de sécurité, de défense, avait lui aussi sa vision. Et j'étais très fier, et d'ailleurs je l'ai voulu, quand j'ai présenté au Parlement la loi sur le renseignement, de faire référence à l'autre loi sur le renseignement, parce qu'il n'y en avait pas eu depuis ce qui avait été engagé par Michel Rocard en 1990 et en 1991. Michel Rocard partait du monde tel qu'il est pour le changer. Et je crois que c'est vraiment cela, la social-démocratie, le social-réformisme, la gauche d'aujourd'hui. Je dis bien la gauche. Peu importe d'ailleurs les termes, mais la gauche, c'est le terme qu'il faut pleinement porter. Et ce social-réformisme ou cette social-démocratie, ce n'est pas une gauche allégée, édulcorée, aseptisée. Ce n'est pas une gauche qui trahit l'idéal. Tout cela, je le dis très honnêtement, ce sont des fables. Non, c'est la gauche à l'état brut, celle qui travaille précisément le réel au nom d'un idéal. Et c'est une gauche qui rêve, tout en sachant que le réel a toujours été le critère de vérité en politique. Une gauche qui continue d'avoir des utopies, de vouloir changer le monde, celui-ci, pas celui d'hier, encore moins un monde qui n'existe pas. Ce n'est pas une gauche de la proclamation. Ce n'est pas une gauche sectaire. Ça doit être une gauche ouverte. Ouverte au dialogue, ouverte aux autres, capable de rassembler au-delà, et ça sera nécessaire face à l'extrême droite. Et c'est toute sa difficulté et son principal challenge. Mais c'est une gauche qui rassemble, mais qui ne confond pas son destin avec celui de la droite. Il y a une gauche et une droite, tout simplement parce que les sociétés ont besoin de cette respiration, même si, sur l'essentiel, parfois, et c'est normal, on peut se retrouver. C'est une gauche de la pensée et de l'action. Alors, le rocardisme, je l'ai bien compris, reste encore à construire. Les bases, mes chers amis, sont solides. Pensée et action, c'est cela pour nous, et c'est cela pour moi, être fidèle à Michel Rocard.